Et on va maintenant accueillir David Lechmein, donc conseiller à l'agriculture auprès de l'ambassade des États-Unis en France, pour voir comment réussir une transition vers de nouveaux modèles d'agriculture. Ça va? Vous m'entendez? OK. Tout d'abord, je tiens de remercier l'Institut de Transition pour l'organisation de ce forum. Je crois que c'est vraiment actuel et c'est très important. Dans mon monde de la politique agricole, c'est pas trop difficile de s'entendre sur des grands objectifs. Nous pouvons avoir l'entente sur la nourriture de planète, comme produire en manière durable, augmenter le revenu de nos agriculteurs. Mais les désaccords surgissent quand on examine des détails. Souvent, quand on discute les voies de la transition, nous trouvons des grands écarts entre personnes, entre partis, entre pays. Et à cet égard, je crois que la transition est au moins aussi importante comme les objectifs. En fait, je crois que souvent c'est la transition qui est plus importante de l'objectif, parce que nous devons vraiment réfléchir sur le moyen pour achever notre objectif. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant pour l'opportunité d'avoir cet échange avec vous. Et j'espère que dans les prochaines minutes, nous pouvons partager des expériences, des perspectives. Et je dois dire, je suis américain, c'est clair, je suis représentant du ministère des États-Unis, de l'agriculture des États-Unis. Mais j'ai passé 2/3 de ma vie à l'étranger. J'ai grandi en Italie, j'ai vécu en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Inde, en Russie, et maintenant je suis ici en France. Et à travers mes voyages partout le monde, j'ai eu l'occasion de réfléchir beaucoup sur l'agriculture de différentes tailles, le grand, le moyen, le petit, le traditionnel, le plus innovatif. Et il y a beaucoup de modèles, même dans un pays comme les États-Unis ou la France, il y a beaucoup de modèles de l'agriculture. Et je pense que cette perspective de voir, de voyager, de discuter avec les différentes perspectives peut aider à vraiment avoir une perception plus large de qu'est-ce que c'est le développement durable. Si nous considérons le terme, qu'est-ce que c'est? L'autre moyen. Okay. Voilà. OK. Qu'est-ce que c'est l'écosystème agricole durable? J'ai mis sur l'écran 4 photos. Le premier en haut à gauche, c'est la France, la Champagne, qui est vraiment a développé beaucoup dans la robotique. La deuxième photo en haut, c'est la Russie, c'est la grande surface de la Russie. Est-ce que vous pouvez deviner quel pays c'est en bas, à gauche? En fait, c'est une ferme bio de chèvres aux États-Unis, dans l'État de Vermont. C'est près de ma tante qui est enseignante à l'université en Vermont. Et puis, nous avons un exemple d'un fermeur japonais qui est producteur de bœuf Wagyu. Mais en fait, quand nous pensons sur l'écosystème agricole durable, est-ce qu'il y a des définitions concrètes? Chacun parmi nous a peut-être une idée de qu'est-ce que c'est, mais quand nous avons des discussions à échelle globale, souvent nous avons des différences d'interprétation.
Et donc, même si nous avons des certifications qui peuvent définir qu'est-ce que c'est de la durabilité, en fait, parmi différents pays, même en Europe, il y a des différences de perspectives. Ici, j'ai utilisé un schéma que j'ai pris pour le Centro International de l'Agricultura Tropicale, qui c'est un institut de CJR, c'est la coopérative de recherche agricole internationale. Mais c'est peut-être un peu difficile à lire toute l'écriture, mais en ligne générale, on peut voir qu'il y a des différents stades de production, la pré-production et puis la production, la chaîne de fourniture et enfin la consommation. Et tout ensemble, c'est l'écosystème. En fait, quand nous pensons à l'écosystème durable, nous devons penser à tous les chaque partie composante de ce système pour savoir si chaque partie est durable. Nous pensons dans l'économie agricole à les trois facteurs de production, c'est le terrain, l'emploi et la capitale. Et notre défi est vraiment de réfléchir sur comment nous pouvons nourrir une population globale, mondiale de 8 milliards d'habitants. Et pour des pays comme les États-Unis, le Brésil, la France, qui sont grands pays d'exportation, c'est important de voir cet engagement à nourrir la planète. Donc la durabilité, qu'est-ce que c'est la durabilité? Nous utilisons souvent cet schéma qui ça date à 1987. C'est une de la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le développement. L'ancien Premier ministre norvège Brundtland a écrit un rapport qui a défini un peu cette structure de durabilité. Il y a trois piliers, l'économique, le social et l'environnement. Et il y a un débat au niveau mondial sur quel pilier est le plus important. Souvent, on pense que c'est l'environnement, la planète. La planète, c'est la chose la plus importante. Sans la planète, nous ne pouvons pas vivre. Il y a des autres qui pensent que c'est le social, c'est l'homme au centre de débat. Et du côté économique, de marché, j'ai entendu beaucoup, même ici en France, qui ont dit que sans la réussite des entreprises, on ne peut pas discuter sur le social ou la planète. Je ne suis pas convaincu qu'il y a... Je pense que c'est un débat ouvert, on peut discuter, mais à mon avis, tous les trois composants sont très importants pour assurer la durabilité de notre système agricole. Je crois que parmi vous, je pas le besoin de discuter la crise que nous affrontons dans l'agriculture. La sécheresse, l'année dernière, ici en France, est une des années les plus sèches dans l'histoire. Même aux États-Unis, c'est la même chose. Nous avons les températures qui sont les plus élevées depuis un siècle. Mais vous pouvez voir la sécheresse en France, aux États-Unis, c'est le même défi. Aussi les incendies dans les forêts, Bordeaux l'année dernière, mais aussi en Californie, dans le Napa Valley en Californie, deux endroits où la viticulture est très importante. Ils ont souffert beaucoup, même s'ils n'ont pas détruit les vignes. Le feu a touché, a affecté la qualité de raisin. Et puis, nous avons
troisième défi que je voudrais mentionner, ce n'est pas lié à le changement climatique, mais c'est le vieillissement de la population agricole. En fait, nos fermeurs aux États-Unis sont très âgés. Presque 80% de fermeurs américains sont plus vieux de 45 ans. Plus ou moins la même chose ici en France. Et donc, nous avons un manque de main-d'œuvre dans l'agriculture. Et je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement un manque d'œuvre, c'est un manque de talent. Et donc, quand j'entends beaucoup de personnes dans la ville qui se plaignent sur l'agriculture, et c'est pas ça, c'est en fait un engagement, c'est un défi, un challenge de comme nous pouvons penser à nourrir la planète, le futur, en manière durable si nous n'avons pas le capital humain à vraiment travailler, pas dans le champ, mais il y a beaucoup de métiers qui sont liés à l'agriculture qui ne sont pas dans le champ, mais on a besoin vraiment de talent, de réfléchir sur comment nous pouvons nourrir la planète en manière plus durable. C'est vraiment facile à être critique à côté, mais quand nous avons une idée plus précise de qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est la production, je pense que ça va donner une appréciation plus profonde à comment nous pouvons travailler ensemble. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Chaque année, nous avons cette conférence annuelle, c'est la Conference of Parties, COP 27 l'année dernière, et 7 novembre, décembre, sera le COP 28. C'est 28 ans de conférence. Et nous savons, il y a beaucoup de discussions sur différentes choses. La dernière conférence à Sharm el-Sheikh a impliqué 35 000 participants, dont 100 chefs d'État provenant de 196 pays. Donc c'est très très large. Je n'ai pas calculé combien d'avions on a utilisé pour voyager à Sharm el-Sheikh, mais c'est une question. Et donc, quand nous pensons à Greta, notre amie Greta, j'ai une admiration profonde pour Greta parce que je vois sa passion et son engagement et son énergie. Et on en a besoin de plus personnes qui sont vraiment engagées sur poser des questions, peut-être des questions un peu directes, avec notre leader au niveau mondial. Mais on a tout à fait besoin de ce type de critique. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité d'inviter Madame Greta à visiter des fermeurs, parce qu'à mon avis, l'agriculture est une clé pour le futur du planète sur le côté du changement climatique. C'est clair que l'agriculture est responsable pour beaucoup de gaz à effet de serre. Aux États-Unis, la Banque mondiale estime que jusqu'à 29% de gaz émis dans l'atmosphère est dû à l'agriculture. Aux États-Unis, c'est un peu moins, c'est 11,2%. Mais beaucoup de cet gaz vient de la cultivation, la grande surface, mais aussi de méthane, sur le côté animal. Et donc, nous, comme département de l'agriculture aux États-Unis, nous sommes très conscients de ça. Je pense que partout le monde, l'agriculture ils sont conscients de le défi. Et nous sommes vraiment engagés à chercher de diminuer cette contribue à les émissions dans l'atmosphère. Quand je pense à les objectifs des Nations Unies, les 17 objectifs de développement durable, quand je regarde
tous les différentes parties, l'eau propre, la consommation raisonnable, l'inégalité, la formation, la faim, la pauvreté, tous ces différents objectifs, je crois que l'agriculture peut jouer un rôle actif. Ce n'est pas seulement une responsable pour le changement climatique, mais l'agriculture est vraiment une des bases pour l'humanité, pour chercher de trouver un nouvel modèle de porter la nourriture de ferme à le plat. Et donc, comme nous pouvons imaginer cette initiative, j'ai pris ce diagramme, ce schème d'un professeur des Pays-Bas, de Rotterdam, mais c'est très intéressant parce que je crois qu'il a vraiment conçu un modèle très global. C'est pertinent à tous les pays, à mon avis. À moins tous les pays démocrates. Si nous pensons à les pays de CDE qui ont engagé à une démocratie et aussi à une forme de marché libre, nous partageons des valeurs en commun. Et dans tous ces pays de CDE, on peut penser à ces trois pôles, l'État, c'est l'État, le gouvernement, le marché et la société civile. Et chaque pays, il y a des équilibres différents, même dans les pays. Dans les États-Unis, nous avons beaucoup de différents équilibres entre l'État, le marché et la société civile. Il y a des États républicains, des États démocrates. Il y a des différences de philosophie, de point de vue, de structure institutionnelle, etc. Même en Europe, il y a grande différence, en France aussi. Et donc, il y a cette tension, il y a cette dynamique entre l'État, le marché et la société civile. Et chacun cherche de trouver son place à la société. Et à mon avis, et à l'avis de ces deux professeurs de Rotterdam, c'est cet triangle inversé, c'est l'espace de partenariat. Donc chacun cherche de trouver des points de contact avec les autres dynamiques de la société. Et juste au centre de ce triangle, c'est on dirait en anglais, le sweet spot. C'est le point d'excellence où les partenariats peuvent fonctionner de tous les côtés. Et donc, c'est cette idée, ce modèle que je voudrais discuter un peu sur comment nous pouvons aller dehors de blablabla. Quand Greta parle de blablabla, nous devons vraiment penser à qu'est-ce que c'est le blablabla. C'est une chose, si nous pensons seulement à la presse ou le discours public de certains fonctionnaires, peut-être ce sont des mots. Mais, à mon avis, dans l'agriculture, quand nous prenons le temps d'investigation, de savoir qu'est-ce que sont les différentes contributions de l'État, du marché et de la société civile, à mon avis, nous avons déjà fait des grands progrès dans les derniers 20-30 ans. Mais on peut faire plus, on peut discuter comment accélérer. En fait, cette forum, cette opportunité de discuter avec vous, c'est une opportunité de changer des idées comme nous pouvons accélérer cette transition. Et c'est la transition que c'est la chose que je trouve vraiment importante. Sur le côté américain, nous avons deux programmes qui sont mis en place récemment. Ils ont été mis en place l'année à Glasgow, le COP25 et le COP26. L'année dernière, notre ministre a annoncé un investissement, c'est un investissement de 3,1 milliards de dollars à 140 projets. Et c'est vraiment un encouragement parce que le gouvernement n'est pas vraiment impliqué. C'est un investissement dans le secteur privé.
Sur la map, on peut distinguer. Si vous voulez voir sur l'Internet, nous avons un site usda.gov et on peut voir tous les projets qui sont, c'est pour des raisons politiques. Chaque État a au moins un projet, mais beaucoup de différents acteurs, même les populations indigènes, sont engagées sur différents projets. Et ces projets sont des dimensions différentes, mais c'est un engagement plutôt volontaire, mais on peut voir déjà des résultats concrets. Et sur le côté à droite, nous avons une initiative qui s'appelle Aim for Climate, Aim for Sea, qui c'est un partenariat avec le monde entier. Donc nous ne voulons pas seulement apprendre le meilleur utile, la meilleure innovation pour nous, mais nous avons envie de partager avec le monde, mais aussi d'apprendre du monde qu'est-ce qui sont les meilleurs utiles pour avancer notre objectif. Et en fait, j'ai juste un mot sur la France, parce que l'histoire des États-Unis et la France, c'est lié, vous êtes comme la France est le plus vieux allié des États-Unis. Nous avons célébré le Memorial Day juste lundi et j'ai appris que plus de 2000 soldats français ont combattu dans notre guerre d'indépendance. Donc nous avons notre indépendance grâce à la France. Le royaume de la France a donné beaucoup d'argent. Nous étions l'Ukraine de 1777. Et donc, cet engagement, nous avons appris beaucoup de la France, mais nous avons aussi offert beaucoup à la France sur l'innovation et autres choses. Et je vais montrer des exemples. Alors, j'ai parlé un peu de ce partenariat de Climate Smart Commodities. C'est un projet de 3 milliards de dollars. J'ai pris deux exemples dans le Pacific Northwest, c'est le nord-ouest des États-Unis, l'État de Washington et Oregon. Et, et ça, c'est le premier dans l'État de Washington. C'est une forêt, une petite forêt communale de 6000 peut-être 3000 hectares, pas très large, mais on a donné de l'argent à une des populations indigènes pour gérer cette forêt, pour avoir plus de transparence dans l'industrie forestière. Le deuxième exemple vient de l'Oregon. Cette couple par l'homme et la dame sur la droite s'appelle Doc et Connie Hatfield. Doc Hatfield est décédé malheureusement il y a 2 ans, mais Connie est toujours en vie. Mais ils ont commencé une coopérative dans les années 80. La coopérative, ça a commencé avec 16 familles de ranching, ils sont producteurs de bœuf. Et avec le passage du temps, avec 30 ans, la coopérative est devenue une des plus larges dans l'ouest des États-Unis. Ce sont des familles, ce sont 120 familles maintenant dans 12 États. Il n'y a pas une coopérative unique parce qu'ils n'ont pas de siège physique. C'est toute une coopération entre eux. Et ils ont trouvé le moyen de fournir de bœuf de qualité, sans hormones, sans antibiotiques, de très très haut niveau. Et ils vendent tout le bœuf à Whole Foods. Si vous connaissez Whole Foods aux États-Unis, Country Natural Beef est très connu. Et aussi, ils ont établi des liens avec le Japon. Donc, le bœuf américain est consommé au Japon. On peut consommer ici à Paris aussi. C'est vraiment unique. Mais en fait, c'est un peu aller ailleurs
de stéréotypes que toute la production de bœuf aux États-Unis, c'est pas sain, c'est pas très bonne qualité, etc., parce qu'il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis où la qualité, ça monte, et c'est vraiment un engagement du côté du marché, mais aussi de la société civile. Ces deux exemples font partie de... voilà. Ces deux exemples, ça c'est un des exemples. OK. Le deuxième exemple, ça c'est une des initiatives de ce groupe de Doc et Connie Hatfield. Ils utilisent des outils très simples avec le GPS. On peut contrôler le parcours de les bêtes qui suivent un certain parcours. Et l'objectif est d'assurer que les bêtes ne sont pas dans un endroit pour longtemps. Parce que quand les bêtes restent dans une place, le sol devient plus compact et n'a pas la capacité d'absorber l'eau. Et donc, si on bouge toujours les bêtes dans une zone plus large, on peut diminuer la compaction de sol. Et c'est très important. Et donc, ce ne pas des outils, sont pas des outils d'espace. C'est vraiment des choses très, très simples qu'on peut utiliser avec le téléphone. Les premiers deux exemples que j'ai utilisés sont des exemples d'un partenariat avec le gouvernement, mais les suivants exemples sont des initiatives de marché, c'est le secteur privé. Et en fait, l'année dernière, j'étais invité par LVMH, par Louis Vuitton Moët Hennessy. Ils ont organisé une conférence, un forum un peu similaire aujourd'hui à Arles. Et j'étais étonné par la participation. Le thème de cette initiative, c'est World Living Soils Forum, le sol vivant. La conférence était ouverte par Prince Albert de Monaco, mais il y a beaucoup vraiment des experts. Et j'étais étonné par deux intervenantes, Diana Wall, qui est américaine, qui a parlé de la vie qui est au-dessous du sol. Nous pensons souvent à la vie au-dessous, mais dessus, nous n'avons pas une grande connaissance. Et donc, elle a confirmé que beaucoup de vie vient au-dessous. Et il faut vraiment comprendre, parce que quand nous appliquons la chimie sur le terrain, on va tuer tous les insectes. Et beaucoup des insectes ont des propriétés, des bénéfices. Le deuxième intervenant, Antombini, a parlé de l'agroécologie. Ce n'est pas une étiquette. En fait, l'agroécologie, c'est un processus. C'est vraiment de connaître comment nous pouvons travailler ensemble à améliorer notre procédure. Et un des résultats de cette conférence à Arles, c'est la création de cette fondation, la fondation de viticulture régénérative. Je connais toutes ces personnes. L'homme en haut à gauche, c'est Stephen Cronk, un viticulteur anglais, mais il a commencé une activité en Provence ici. Et il a fait un grand travail parmi son voisin. Et il est vraiment engagé sur partager la formation et le savoir-faire de comment avoir une viticulture plus durable, en fait régénérative. En bas, c'est un viticulteur américain, Mimi Castile, qui vient de l'Oregon, et une autre viticulteur que je connais bien, Eugenia Keegan. Elle travaille en Oregon, mais elle travaille pour une grande maison viticole aux États-Unis, en Californie. Et Miguel Torres, la famille en Espagne, très très large, mais ils sont aussi vraiment engagés dans l'agriculture, la viticulture régénérative. Et un des résultats de cette conférence de LVMH, c'est vraiment un renforcement de cette initiative. Ce sont des petites choses, et vous pouvez demander, mais David,
OK, c'est bien, mais on ne peut pas changer le monde avec cette petite initiative. Et donc, je voudrais montrer un autre exemple d'une entreprise française, Innovafeed, qui est située à Nesle, juste au nord de Paris. Ils ont commencé il y a 6-7 ans dans la protéine des insectes. Et ils ont une grande entreprise. En fait, ils sont maintenant le plus grand producteur de protéines des insectes au monde. Et ils ont formé un partenariat avec ADM, Archer Daniels Midlands, qui c'est une multinationale américaine. Et la production de protéines des insectes, c'est vraiment intéressant. Peut-être peut être un peu répulsif pour certains, mais c'est l'économie circulaire, parce que les insectes utilisent comme nourriture tous les déchets agricoles. Et on peut faire la farine avec cet insecte, c'est dans un environnement stérile, et on peut donner les pêcheurs ou des autres animaux cette farine pour faire des produits chimiques. Et c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, ce partenariat qui a commencé ici en France s'est transféré aussi aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, d'une échelle très, très large. Et le dernier exemple que je vais terminer avec cet exemple, c'est deux personnes que j'ai rencontrées il y a plusieurs années quand j'étais à Moscou, en Russie. L'homme à gauche, c'est François Tedesco, et l'homme au milieu, c'est Christian Tétois, c'est le président de Meilleure œuvre de France. Et le dernier, c'est François Soubrin, qui est un viticulteur de Beaujolais. Et tous les trois ont formé cette organisation qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. Et c'est vraiment un écosystème. Quand je parle d'écosystème, il y a plusieurs exemples d'écosystèmes. Qu'est-ce que c'est un écosystème? C'est vraiment une conception qui va du début du grain à la fin de la consommation. Et c'est vraiment un engagement sur tous les aspects de la production, la préparation de l'assiette et vraiment un style de vie. Et il est vraiment capable, et c'est un bon exemple d'un homme qui a vraiment fait beaucoup. Et on a besoin d'aide. Et en fait, nous sommes à la recherche de plusieurs partenaires, parce qu'ils ont déjà mis en place un modèle qui fonctionne, mais à mon avis, on peut vraiment augmenter ce type de coopération. Et l'homme à droite, François Soubrin, m'a expliqué, il est viticole. Il a dit que cette initiative a transformé la vie parce qu'avant, il a produit de vin pour la coopérative à 1 euro par litre. Et maintenant, il peut vendre son vin dans le restaurant étoilé de Christian Tétois à Lyon pour, je ne sais pas, c'est beaucoup. Et donc, ça donne une richesse le producteur, ça donne une richesse au cuisinier, mais en fait, c'est aussi une richesse au consommateur, à la personne qui va au restaurant, elle peut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est arrière l'assiette. Et donc, la responsabilité, c'est aussi avec la société civile de comprendre pourquoi nous devons payer plus pour certains produits. Et à la fin, c'est juste une réflexion sur le fait que nous avons beaucoup de diversité dans le monde du développement rural. Il y a des personnes qui sont plus capables, qui ont plus possibilités, peut-être ils ont moins contraintes, plus support institutionnel, peut-être ils ont une vision plus large de comment avancer. Et c'est important de tenir, quand nous pensons à la transition. La transition, c'est à vitesse multiple. Il faut vraiment réfléchir au fait que si nous devons vraiment bouger le monde, nous devons bouger tout en même temps. Parce que si nous pensons seulement à les divisions, on va rester à se battre sur des sujets qui
on ne va pas avancer. Donc, il faut vraiment tenir l'objectif dans l'horizon, mais vraiment réfléchir et avoir le respect pour le fait que la transition pour moi peut être très différente pour vous ou pour des autres. Merci. Et merci beaucoup, David, pour ces très nombreux exemples et cette diversité d'acteurs. Alors, on a maintenant quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Tout là-haut. Merci. Cela fait longtemps que je discute avec un Américain sans parler anglais, donc je me permets de le faire. Non, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au GIEC depuis longtemps et je suis spécialiste de l'énergie, mais je suis né de 4 familles de bergers, donc je suis très intéressé par l'agriculture. Il y a une chose qui me paraît manquer dans ce que vous dites. Vous avez beaucoup parlé d'exemples, de production, etc. Moi, ce que j'ai vécu, je suis né dans les fin des années 40. Il y a quelque chose qui manque, c'est comment il y a un lien entre le type d'agriculture et la façon dont on se nourrit. Il y a un lien historiquement entre le fait qu'on a dit, écoutez, il faut augmenter la productivité, donc il faut moins de paysans, il faut des produits normalisés, et ces produits, vous allez les manger. C'est pour ça que j'ai appris à manger plus de bœuf qu'avant, et j'ai appris, mais j'ai jamais, bon, je suis d'une famille où on a résisté, mais c'est pas grave, et où donc les gens ont désappris. Il y avait en France quelque chose qui s'appelait la malbouffe dans les années 70. Voilà. Et là-dedans, il y a un jeu qui n'est pas seulement un jeu de mimétisme, hein. Il y a un acteur important dedans, c'est les circuits de commercialisation. Parce que le mythe de la productivité, parce que j'ai des large farms, etc., on peut démontrer que ce n'est pas tout à fait exact. Par contre, c'est très important pour les circuits de commercialisation. Je trouve qu'en France, on en avait d'extrêmement puissants. Donc, dans la transition écologique, alors je reviens sur mes aïeux bergers, j'en ai encore, okay. Pour un exemple du fromage, du lait, de la viande, il est évident que c'est un point central. Donc vous avez beaucoup parlé de la production, là, si vous voulez. Vous avez très peu parlé de ça, sauf quand vous avez fait l'image entre le restaurateur et voilà. Donc c'est le truc que je voulais dire, parce que, excusez-moi, ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, mais même si beaucoup de boîtes françaises ont été très actrices là-dessus, très très fortes, hein, d'accord, je pense que le mimétisme par rapport aux États-Unis a été très important. Il a joué aussi en Inde, etc. Donc, je ne vous culpabilise pas, mais je dis qu'il faudrait simplement le rajouter. Oui, ben, merci pour... je peux dire, je viens d'une... Quand j'ai travaillé en Inde, beaucoup a changé pour moi. Je suis européen, mon père venait de l'Écosse, ma mère est italienne, donc je suis de cœur européen en fait. Et je peux bien comprendre la perspective que vous dites, mais beaucoup pour moi a changé quand j'ai travaillé en Inde et au Bangladesh, parce que j'ai vu une autre partie du monde qui vraiment chaque jour doit lutter pour avoir quelque chose à manger. Et ça, c'est une des choses qui touche le monde quand nous pensons à la nourriture. Et ce n'est pas une question, vous avez complètement raison, ce n'est pas une question de production, c'est une question de distribution et accessibilité. De pouvoir acheter, d'avoir le pouvoir d'achat pour acheter des choses. Et c'est le problème que nous voyons maintenant en Ukraine. Pour beaucoup de pays, ils n'ont pas la capacité d'acheter de blé, etc. Et donc, comme le dire, moi je suis économiste, donc je crois dans les utiles de l'économie. Quand le marché fonctionne, et fonctionne bien, on peut vraiment corriger des choses. Mais
en fait, nous avons vu dans le Covid qu'il y a beaucoup de notre économie qui sont... Nous avons des problèmes que nous devons affronter. La concentration de certains pôles de production, la grande distribution, etc. Ce n'est pas vraiment au niveau pour avoir l'échange fluide entre le producteur et le consommateur. Pour cette raison, nous pensons beaucoup plus à les chaînes de provision plus courtes, d'avoir cette condition directe. Mais aussi, avec le commerce international, c'est un moyen d'équilibrer le prix, parce que moi, je suis ici à Paris depuis 2 ans, et je suis étonné pour le prix quand je vais à le supermarché. C'est pas comme être aux États-Unis. Nous sommes peut-être trop habitués à la surproduction à des prix très bas. Et peut-être ici en France, c'est l'autre chose. Je ne sais pas si je répondais exactement à votre question, mais je crois que dans l'agriculture, nous n'avons pas de solutions faciles. C'est clair. C'est vraiment, nous, comme j'ai montré avec la sécheresse, les feux, même les fractures de logistique, etc., ça touche tout le monde. Et nous sommes vraiment dans une situation de précarité, à mon avis. Pour moi, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre, donc je passe les effets de ce problème. Mais pour les pauvres, les plus pauvres, même en France, je vois qu'il y a beaucoup de précarité pour les personnes. Et j'étais étonné parce que je suis habitué à voir des personnes aux États-Unis qui cherchent la nourriture un peu partout. En France, c'est la France. Je n'ai jamais imaginé qu'il y a beaucoup de monde qui vraiment... et c'est difficile chaque mois à payer pour tout. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est la solution, mais je retourne à cette triangle. C'est un effort vraiment avoir une coopération, au moins une relation plus productive entre l'État, le marché et la société civile. Parce que souvent, même chaque pôle, il y a des divisions. Je le vois dans l'agriculture. Il y a des grandes divisions entre le petit agriculteur, le grand agriculteur, mais c'est toute l'agriculture. Nous avons le même défi, mais nous sommes là à se battre, et à mon avis, ce n'est pas productif, souvent. On va prendre une toute dernière question devant. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, effectivement, vous avez cité les COP en fait, pour les négociations internationales, donc celles sur le climat. Et c'est vrai que quand on regarde le rapport du GIEC, il y a des choses que vous avez citées, l'agroécologie, l'agroforesterie, faire attention à la qualité de l'eau avec les nitrates, les pesticides, etc. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt les COP de la biodiversité qui vont pousser le modèle agricole vers finalement quelque chose de soutenable? Je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez en fait, la portée que peuvent avoir ces engagements internationaux, et notamment les inquiétudes de plus en plus claires sur les questions de biodiversité. Oui, et en fait, c'est une bonne suite à la question précédente, parce qu'à mon avis, l'agriculture n'était pas très efficace à la communication. Nous avons beaucoup d'agriculteurs qui connaissent, mais ils sont sous les champs à travailler, il y a un manque de communication. Et en fait, aujourd'hui, la grande partie du monde vit dans la ville. Et donc, il y a un romanticisme pour le consommateur urbain vers l'agriculture. On pense que l'agriculture est quelque chose de romantique, mais on n'a pas passé une journée sur le champ. Et donc, vous avez complètement raison. J'ai parlé avec des personnes qui sont allées à Sharm el-Sheikh. Ils ont dit l'agriculture, que mon ministre était là, nous avons fait quelque chose, mais dans l'équilibre global, l'agriculture est très petite.
Oui, en fait, Il faut les moi je changer. travaille au service géologique national, en fait, et donc j'ai des collègues qui font des mesures voilà, de pesticides, de nitrates dans les nappes. Donc si vous voulez, bon, voilà. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas une situation qui est satisfaisante, et il ne s'agit pas d'accuser personne, il s'agit d'aider les gens, et sont-ils assez aidés, ça c'est une question, pour faire une transition vers un modèle durable, si vous voulez. Ce n'est pas une accusation des agriculteurs, c'est vraiment constater qu'aujourd'hui, bah, on a quand même des grosses inquiétudes sur la quantité de l'eau, sur la qualité de l'eau, Ouais. et comment on fait pour avancer vers les solutions que vous proposez en fait. Et en fait, ce type de conférence, cette forum est très très important parce que il faut vraiment trouver un moyen d'échanger les idées, de perspectives entre le consommateur, le producteur. C'est triangle, non, d'avoir un dialogue plus ouvert entre l'agriculture et le consommateur, la société civile, les personnes qui ont des objectifs. Je partage. Je ne connais pas des agriculteurs qui ne veulent pas vivre dans un monde plus agréable, plus durable. Mais souvent, ils se sentent accusés ou ils sont un peu défensifs vers les personnes qui pensent qu'ils sont... Mais l'agriculture, le propriétaire du terrain, c'est dans son intérêt de protéger le terrain pour le sol, pour la future génération. Et donc, c'est important d'avoir ce type d'échange. Merci beaucoup. Alors, je pense que les échanges pourront se poursuivre dans la pause.